Tu vis dans une grande ville européenne. Tu marches dans la rue et tu passes devant une statue immense. Des touristes prennent des photos. Des enfants apprennent son nom à l'école. Les guides expliquent qu'il s'agit d'un grand philosophe, d'un immense homme d'État ou d'un génie des sciences. Personne ne te dit qu'il considérait les Africains comme inférieurs. Personne ne te raconte qu'il a justifié l'esclavage, la colonisation ou l'inégalité entre les êtres humains. Pourquoi ? Parce que l'histoire n'est jamais seulement une accumulation de faits. C'est aussi une sélection. On choisit ce que l'on raconte, et parfois, on choisit aussi ce que l'on oublie. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs figures majeures de l'histoire, dont les idées négrophobes sont largement documentées et souvent absentes du récit populaire. Le but n'est pas d'effacer leur héritage. Le but est de raconter toute l'histoire. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Avant de poursuivre la vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Commençons par une question simple. Pourquoi connaît-on parfaitement leurs découvertes, leurs œuvres ou leurs exploits, mais presque jamais leurs opinions sur les peuples noirs ? La réponse est simple. Pendant longtemps, les manuels scolaires ont présenté une histoire héroïque de l'Occident. Les aspects les plus dérangeants étaient relégués au second plan. Résultat, des générations entières connaissent ces exploits, mais ignorent les conséquences. Prenons un premier exemple. Emmanuel Kant. Lorsqu'on étudie Kant, on parle de morale universelle. On parle d'impératifs catégoriques. On parle des droits de l'homme. Mais on parle rarement de ses écrits anthropologiques. Dans plusieurs textes publiés entre les années 1760 et 1790, Kant établit une hiérarchie entre les races humaines. Selon lui, les Européens occupent le sommet. Les Africains sont présentés comme naturellement moins intelligents et moins capables de progrès. Ces passages sont authentiques et largement étudiés aujourd'hui. Plusieurs universités les enseignent désormais aux côtés de son œuvre philosophique. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut comprendre un auteur si l'on retire tout ce qui dérange. Thomas Jefferson. Aux États-Unis, Jefferson est l'un des pères fondateurs. Il est l'auteur principal de la Déclaration d'indépendance. Il écrit que tous les hommes naissent égaux. Pourtant, il possède plus de 600 esclaves au cours de sa vie. Dans Notes of the State of Virginia, il affirme également que les Noirs seraient inférieurs aux Blancs sur plusieurs plans intellectuels et esthétiques. Cette contradiction est immense. Comment défendre la liberté tout en refusant cette même liberté à des centaines d'êtres humains ? C'est précisément cette contradiction qui traverse toute l'histoire américaine. Un autre nom mérite d'être évoqué. Voltaire. Voltaire est souvent présenté comme le champion de la tolérance. Et pourtant, certains de ses écrits contiennent des descriptions extrêmement méprisantes envers les Africains. Les historiens débattent encore de certains passages qui lui sont attribués. En revanche, plusieurs textes authentifiés montrent qu'il reprend des stéréotypes raciaux largement répandus au XVIIIe siècle. Cela ne signifie pas que toute son œuvre repose sur le racisme. Cela signifie simplement qu'il n'était pas aussi universel que l'image construite après sa mort. Parlons maintenant de quelqu'un dont le nom revient moins souvent. Georges Cuvier. Cuvier est considéré comme l'un des fondateurs de l'anatomie comparée. Son autorité scientifique est immense. Après la mort de Sarah Baartman en 1815, il dissèque son corps. Il présente ensuite ses observations comme des preuves de l'infériorité supposée des Africains. Ces travaux alimentent ce qu'on appellera plus tard le racisme scientifique. Pendant des décennies, la science sera utilisée pour donner une apparence objective à des théories profondément idéologiques. Sarah Baartman ne sera enterrée dignement en Afrique du Sud qu'en 2002. Cette histoire présume parfaitement la manière dont la science peut être utilisée pour légitimer la domination. Mahatma Gandhi. Passons maintenant à une figure qui surprend souvent. Pour beaucoup,
Gandhi incarne la non-violence. Il symbolise la lutte contre l'oppression et la dignité humaine. Pourtant, une partie de son parcours est beaucoup moins connue. Lorsqu'il vit en Afrique du Sud entre 1893 et 1914, Gandhi défend avant tout les droits de la communauté indienne. Dans plusieurs lettres et pétitions adressées aux autorités coloniales, il demande que les Indiens ne soient pas assimilés aux populations africaines. À cette époque, il emploie également le terme péjoratif kafir, couramment utilisé par les colons britanniques pour désigner les Africains noirs. Dans certains écrits, il décrit les Africains avec des stéréotypes hérités de l'idéologie coloniale. Est-ce que cela signifie que Gandhi était un suprémaciste blanc? Non. Mais cela montre qu'il partageait, au moins durant cette période de sa vie, une partie des préjugés raciaux de son époque. Plus tard, sa pensée évoluera sensiblement. Il condamnera davantage la discrimination raciale et développera une vision plus universaliste de la dignité humaine. Cette évolution est importante. Reconnaître ses erreurs de jeunesse ne retire rien à son rôle majeur dans l'indépendance de l'Inde. En revanche, ignorer ses écrits donne l'image d'un personnage sans contradiction. Or, comme beaucoup de grandes figures historiques, Gandhi était plus complexe que le récit héroïque auquel nous sommes habitués. À ce stade, une objection revient souvent. Tout le monde était raciste à cette époque. Cette phrase mérite d'être examinée. Oui, les préjugés raciaux étaient très répandus. Mais non, ils n'étaient pas universels. Des voix s'y opposaient déjà. Des abolitionnistes noirs et blancs dénonçaient l'esclavage. Des intellectuels africains répondaient aux théories raciales. Des anciens esclaves publiaient leur autobiographie. Des philosophes contestaient déjà ces hiérarchies. Dire que tout le monde pensait pareil revient à faire disparaître ceux qui résistaient. Et ça, c'est une autre forme d'effacement. Alors pourquoi ces aspects sont-ils restés si longtemps absents dans les récits officiels? Parce que les nations construisent leur mémoire comme elles construisent leur identité. Elles préfèrent mettre en avant les héros. Les zones d'ombre arrivent souvent beaucoup plus tard. C'est ce qui explique les débats actuels autour des statuts, des noms de rues et des programmes scolaires. Faut-il déboulonner toutes les statues? La question est plus complexe. Une statue dépeint un livre d'histoire. Une statue célèbre. Elle honore. Mais un musée explique. Une école contextualise. Le véritable enjeu n'est donc pas forcément de détruire les monuments. Le véritable enjeu consiste à raconter toute l'histoire, les grandeurs, mais aussi les préjugés, les découvertes, mais aussi leurs conséquences. Il existe une autre raison plus profonde. Pendant des siècles, les populations noires ont été racontées principalement par d'autres. Leur histoire était souvent décrite depuis Londres, Paris, Bruxelles ou Washington. Pas depuis Tombouctou, pas depuis Port-au-Prince, pas depuis Lagos, pas depuis Dakar. Changer le récit ne signifie pas inventer une nouvelle histoire. Cela signifie élargir le champ de vision, ajouter les voix oubliées, ajouter les archives négligées, ajouter les témoignages invisibilisés, en somme, compléter le puzzle. La vraie question n'est donc pas de savoir si Kant, Jefferson ou Cuvier étaient des génies. Ils étaient dans leur domaine. La vraie question est différente. Pourquoi continue-t-on à renseigner leur génie sans enseigner leurs préjugés? Pourquoi présenter des êtres humains complexes comme des héros sans contradiction? Une histoire mature ne cache pas ces zones d'ombre. Elle les explique, elle les confronte, elle les transmet. Parce qu'une mémoire qui sélectionne uniquement ce qui la valorise finit toujours par produire des citoyens qui connaissent mieux les mythes que les faits. Et si connaître toute l'histoire dérange parfois, oublier une partie de l'histoire est toujours plus dangereux. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Cela permet de rendre les vidéos plus visibles pour l'algorithme de YouTube.